Excellent. Au niveau du son, tu me diras quand c'est parti. Bonsoir, mesdames et messieurs. Olivier Beauchemin ici au micro. Bonsoir à vous, ici Gabriel Beauchemin. Ça risque de pas être tant plus fort que ça, je te dirais, Max. C'est bon? Alors, c'est à ce moment-là, messieurs, dames, qu'on vous demanderait d'applaudir le début de cette saison tant attendue de Conflit Classe. C'est pas une question d'opinion, c'est un fait. Alors, messieurs, dames, le débat est lancé. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir à vous. Bienvenue à Conflit Classe. Oui, une deuxième saison. Hey, comment ça va, Gabriel? Ben moi, ça va très bien. Toujours un grand engouement, toujours une certaine fébrilité d'aborder des débats. Là. C'est des questions quand même là, qui soulèvent des tensions sociales là, assez importantes. En tout cas, puis on vit ça ensemble. Merci à vous, public, d'être là toujours. C'est toujours agréable. Dans la salle. Merci au public également à la maison qui nous a supportés. On sort d'une campagne de sociofinancement. Vous avez été très généreux. On a réussi à avoir notre objectif de 5 000 avec YouLool. C'est vraiment généreux, honnêtement. On a senti un appui à ce projet-là qui était grandissant. Merci de nous écrire de votre soutien. C'est vraiment génial. On est bien content de partir cette saison 2. Tout à fait. Puis en fait, ce financement-là permet la saison 2, donc ça permet de... On va peut-être en venir à régler des questions d'importance. Écoutez, c'est ici le vrai Parlement, là, on va se le dire. Voilà. Mais d'abord, Olivier, dis-moi, qu'est-ce que c'est Conflit Classe? Oui, mon frère, je veux dire ça, c'est d'abord l'histoire d'amour entre deux frères qui font de la politique médiatique. Faut jamais l'oublier. Voilà, mais en fait, à la base, c'est venu d'un constat qu'il n'y avait pas assez de place au débat en société. On trouvait que c'était important quand même d'aborder ces questions-là, des enjeux en formule pour ou contre. Et les émissions, on trouvait qu'ils se faisaient rares, où on parlait vraiment dans on cette remettait en question. Donc, ça se fait en deux parties pour les gens qui sont avec nous pour la première fois. Alors, tout d'abord, on fait une petite chronique pour vulgariser le sujet. On prend une question sociale qu'on va vulgariser comme du monde. Par la suite, on invite donc deux intervenantes qui vont venir en débattre avec nous. Gabriel, c'est toi qui vas modérer ça. Voilà, puis on trouvait ça important d'avoir la formule du débat parce que souvent, quand on a des débats de façon générale, médiatiquement, souvent, c'est des débats qui sont beaucoup plus partisans, qui se concentrent sur des chiffres, des statistiques, des sondages. Puis c'est rare qu'on débat vraiment d'une idée en particulier. Nous, c'est la formule qu'on a décidé de prendre. Donc, à chaque semaine, on parle d'un enjeu en particulier. On ne fait pas le tour de la société, on en prend un en particulier. Puis avec la formule pour et contre, ça te permet de polariser l'enjeu. Puis dans cette formule-là, de dégager tout ce qu'un enjeu contient. C'est-à-dire qu'avec un pour puis avec un contre, on peut en venir avoir une bonne idée de ce que le sujet peut donner, des avenues qui rendent possible. C'est-tu beau quand il parle, ce petit gars-là, on va se le dire. Oui, voilà. Je suis fier de toi. Ouais, je te remercie, mon frère. Alors aujourd'hui, question qui nous brûle les lèvres. Tout à fait. Mais donc, c'est pour ça qu'on trouvait important de parler de débat. Je vais juste terminer ma belle conclusion, ma belle lancée. Oui, ben c'est ça. En fait, effectivement, puis un sujet d'actualité justement qui brasse beaucoup au niveau des médias en ce moment, c'est le cas du Parti québécois. Alors, on a choisi de faire ce sujet-là pour ou contre le Parti québécois. Je commence quand même avec un bémol. Un bémol, en fait, c'est évidemment pas quelque chose contre l'idée même du Parti québécois, en ce sens que il est évident que le Parti québécois a le droit d'être. C'est pas ce qu'on veut remettre en question. En fait, ça s'adresse plus à la partie des souverainistes de notre public qui, eux, veulent peut-être savoir si c'est le meilleur véhicule pour l'indépendance. Exactement. Même pour les gens qui se considèrent pas indépendantistes aussi dans notre public, parce que le Parti québécois a tellement eu et continue d'avoir une immense importance dans le paysage politique du Québec que ça peut être un bon moment ou un bon contexte pour réfléchir à l'idée même d'un parti politique. C'est-à-dire, est-ce qu'un parti politique, de façon générale, a une date d'expiration? Est-ce qu'il est normal que des partis s'épuisent, que des partis émergent? Et si c'est le cas, comment faire? Est-ce que c'est réformable? Donc, c'est un peu une manière de discuter des partis politiques de façon générale, de se demander est-ce qu'il y a quelque chose à faire lorsqu'on voit qu'un parti est en déroute ou non? Est-ce que c'est réformable? Est-ce qu'il faut changer? Bref, on va explorer ces questions-là plus tard. Je commence avec un topo sur l'actualité des derniers mois du Parti québécois. Je pense que c'est quand même ce qui a fait en sorte qu'on a choisi le débat aujourd'hui. Depuis quelques années, il y a plusieurs expertes qui vont dire qu'il y a un essoufflement au niveau du Parti québécois. Je commencerai avec la date, évidemment, des élections de 2018, les élections provinciales. C'est sûr que c'était quand même un coup assez fort pour le Parti québécois qui passait de 28 sièges à 10 sièges et donc 17% seulement du vote qui était dirigé au Parti québécois. Si je ne me trompe pas, c'est un des pires scores ou le pire score au niveau des élections du Parti québécois en termes de vote. Historiquement. On passe en 2014, ils étaient à 25%, 2012, 31%, 2008, 35,7%. Donc, est-ce qu'on semble voir se dessiner quand même une certaine descente du pourcentage de vote vers le Parti québécois?
québécois. Et en plus, donc, le chef Jean-François Lisée va être défait dans Rosemont. C'est Pascal Bérubé qui va être chef intérimaire à partir de ce moment-là. Donc, c'est peut-être un des premiers signes qui faisait en sorte qu'on pouvait se questionner sur est-ce que le Parti québécois est le meilleur véhicule pour l'indépendance. Jean-François Lisée se retire. Intéressant, il va sortir un livre qui est sorti en début mars qui s'appelle « Qui veut la mort du Parti québécois ». Ça aussi, ça fait beaucoup jaser. Il va parler de ses années en tant que chef du Parti québécois. Il va également parler du fait que dans les médias, on a tendance à souvent ramener le discours que le PQ est en déroute et compagnie. Ouais. Puis on y participe en fait nous-mêmes, c'est-à-dire qu'en posant la question de à travers le débat de ce soir du Parti québécois, un peu comme une prophétie autoréalisatrice. Oui. Est-ce qu'il s'agit là d'une expression valable? C'est encore très beau. C'est encore... Mais ce qui est intéressant par contre avec le livre de Jean-François Lisée, c'est que largement il en venait à expliquer les difficultés du PQ par des raisons extérieures. C'est-à-dire que c'était soit les médias, soit la manière avec laquelle on en parlait. Mais autrement dit, les travers ou les inconvénients que vivait le Parti québécois n'étaient pas explicables par lui-même. C'est-à-dire que le PQ n'avait pas à voir avec les difficultés qu'il traversait. Et donc, c'est peut-être éloquent. C'est-à-dire que dans son interprétation à lui, les raisons du déclin du PQ est extérieures à lui-même. Il y a là-dedans, en tout cas, du moins, assurément quelque chose qui fait jaser. Oui. Prochain coup d'éclat dans le côté chronologique actuel. Catherine Fournier qui sort du Parti québécois et donc qui est la plus jeune députée du Parti québécois qui sort. C'est quand même un symbole qu'on pourrait considérer. Oui. Également qui fait passer de 10 députés à 9 députés, et qui amène le fait que le Parti québécois est le troisième parti d'opposition à partir de ce moment-là. Oui. Donc voilà. Puis c'est d'autant plus, dommageable, entre guillemets, pour le Parti québécois parce qu'on avait vraiment placé en elle la force de l'avenir. C'est-à-dire qu'on voyait le potentiel du Parti québécois chez les jeunes, notamment, du fait qu'on avait Catherine Fournier qui représentait, si on veut, l'engouement nouveau pour les jeunes. On pouvait dire au PQ, et non, on continue quand même à amener des jeunes dans notre parti. C'est ce qui était prometteur, mais là, avec son départ, c'est comme si le volet jeune en venait à prendre un coup. À voir, par contre, on sort à l'instant même d'un conseil national du Parti québécois. Pour les gens qui nous écoutent un peu plus tard, donc c'était le samedi 23 mars et dimanche 24 mars. Congrès qui s'est quand même assez bien déroulé, somme toute, selon les articles qu'on peut en lire. Essentiellement, on proposait aux délégués d'avoir un congrès extraordinaire pour la refondation du parti, chose qui va se dérouler donc en automne prochain. Alors, à voir. Est-ce que le Parti québécois va être en mesure, justement, avec cette réforme-là, de pouvoir reprendre les jeunes au bon? On semble vouloir vraiment mettre l'indépendance en priorité. Alors, c'est ce qu'on va voir ce soir, si c'est bien le cas. Gab, tu vas nous faire un topo historique plus du Parti québécois. Donc, évidemment, c'est un parti qui a fêté ses 50 ans tout dernièrement. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Parti québécois? Comment ça a commencé? Oui, ce qui est important de mentionner quand on fait l'histoire du Parti québécois, c'est d'indiquer qu'au final, le Parti québécois n'a pas représenté la date de naissance de l'indépendantisme au Québec de façon générale. C'est-à-dire que l'idée de faire du Québec un pays, ça n'a pas débuté avec le Parti québécois. On a eu la rébellion des patriotes. Oui, voilà. Puis plein de mouvements sociaux, intellectuels aussi du 19e siècle et du 20e siècle. Et même depuis la francophonie en Amérique, dans le fond. Oui, effectivement. Puis ça a pris des formes diverses et multiples à travers le temps. Mais si on veut, le Parti québécois a représenté l'aboutissement d'un travail idéologique puis social qui s'était fait bien avant lui. Puis même, en fait, il n'est pas le premier parti politique en tant que tel à défendre la question de l'indépendance. Le premier, en fait, c'est le Rassemblement pour l'indépendance nationale, le RIN, qui va être présidé par Pierre Bourgault. Au départ, ça va être un mouvement politique, si on veut, qui rassemblait une trentaine de militants. Il va ensuite s'institutionnaliser comme parti politique à partir de 1964. Puis aux élections de 1966, il va présenter au-dessus de 70 députés, 70 candidats. Il réussira pas à faire élire personne, mais il va avoir à peu près 5% dans les intentions de vote. Donc un parti RIN qui avait vraiment comme objectif de faire du Québec un pays. Mais donc à 2 ans de la fondation du Parti québécois, ça veut dire que ça n'a pas pris de temps avant que ça se consolide. Non, exact. Mais tout ça s'est fait très, très rapidement. Une dernière distinction, c'est que le RIN voulait faire l'indépendance du Québec, mais un peu plus à gauche. C'est-à-dire que c'est un parti qui restait social-démocrate. Et à sa droite, il y avait le Ralliement national, le RN, qui lui est un peu plus à droite. Donc, va faire un peu moins que le Rassemblement pour l'indépendance nationale, c'est-à-dire environ 3% des voix. Mais ça va rester encore assez marginal comme idée. Somme toute, pas des impacts majeurs au niveau de la Chambre, là, au niveau de l'Assemblée nationale. Exact. En fait, pour ça, il faut vraiment attendre l'arrivée de René Lévesque en 1967 avec son mouvement Souveraineté Association.
Association, qui va vraiment crédibiliser l'option de l'indépendance du Québec. C'est-à-dire que, oui, aujourd'hui, René Lévesque est le personnage qu'on connaît, presque figure mythique du mouvement de l'indépendance, mais dans les années 60, il était quand même quelqu'un de très emblématique. Oui, puis il était journaliste. Oui, il était journaliste, il a été journaliste longtemps, donc ça faisait de lui une figure qui était connue. Puis en plus, il a été ministre libéral sous Jean Lesage, ce qui faisait en sorte que lorsque le grand René Lévesque, si on veut, est arrivé dans les rangs des indépendantistes, ça a crédibilisé le mouvement très rapidement. Puis ça a vraiment donné, ça a provoqué un basculement, si on veut. Et puis donc, tractation entre le RIN, le RN, le Mouvement Souveraineté Association, qui va déboucher sur le PQ le 11 octobre 1968. Grande date de fondation du Parti québécois. Voilà, 11 octobre, 68 exact, date de naissance. PQ, donc, qui va se présenter aux élections de 70-73, va réussir à faire élire quelques députés. René Lévesque ne sera pas élu, par contre, ce qui va représenter un certain échec, mais bon, on en était dans les premiers balbutiements. Il faut attendre donc 1976 pour qu'il y ait élection du gouvernement de René Lévesque, gouvernement majoritaire. Et puis là commence véritablement la lune de miel, si on veut, du Parti québécois. Bon, ça fluctue à travers les années, mais le PQ, à cette époque-là, dans les années 80, va réussir parfois à atteindre les 300 000 membres. 300 000 membres qui ont leur carte. Qui va faire en sorte qui va faire du Parti québécois un des partis de masse les plus importants, même en Amérique du Nord. Il va être considéré comme un parti qui a été capable là, de susciter un engouement populaire important. Oui, vraiment. Et donc, René Lévesque s'est fait élire sur la promesse de tenir un référendum en 1980, promesse qu'il tiendra donc le 20 mai 1980. C'est l'option du non, cela dit, qui va remporter le référendum à 59,6% des voix. Ce qui est important de mentionner aussi, c'est que l'option du non va être majoritaire tout autant chez les francophones que chez les anglophones. Donc voilà, on n'y était pas encore dans l'engouement populaire. Cela dit, la question nationale ne battra pas de l'aile tout de suite, parce qu'il faut comprendre que dans les années 80, il va y avoir des tensions vis-à-vis le fédéral qui va exacerber la volonté des Québécois de faire un pays, notamment les deux échecs de l'accord du Lac-Meech puis de l'accord de Charlottetown. Ça brassait pas mal au fédéral. Exact. Ce qui stimulait pas mal les troupes indépendantistes. Oui, évidemment. Tout à fait. Puis en fait, c'est comme si ça a eu pour effet d'obliger les Québécois à se soucier de cette question-là. À se positionner. Là. Exact. Puis dans certaines années, vers la fin des années 80, début des années 90, l'option du oui dans les sondages va atteindre parfois les 60%, ce qui est dans les sommets là, historiques pour cette question-là. Et puis finalement, deuxième référendum à partir en 1995 sous Jacques Parizeau, qui encore une fois, l'option du non va le remporter, mais avec une très faible majorité de 50,6% des voix. Donc voilà, grand échec. Et à partir de 1995, va débuter un certain réalignement du PQ. C'est-à-dire que, Jacques Parizeau va démissionner, Lucien Bouchard va prendre la relève, mais on va de plus en plus se concentrer sur la gouvernance, si on veut. La question nationale va rester importante. La gestion des intérêts québécois. Là. Exact. Ouais. Sous Lucien Bouchard, on va s'assurer que les services sociaux restent de qualité. On va notamment se concentrer sur l'équilibre budgétaire aussi, mais ça va être... On va se questionner, donc, davantage, il y a plusieurs interprétations, puis on y reviendra fort probablement ensuite, mais la question de l'indépendance du Québec, ou disons l'invitation qu'on en fait, va diminuer, puis va se transférer à une question de gouvernance, si on veut. Voilà. Et puis voilà, on a connu les chiffres là, que tu as nommés, relative diminution des intentions de vote à partir de là. Ils ont eu quand même le pouvoir minoritaire sous Pauline Marois en 2012 quand même. Exact, Bernard Landry de 2001 à 2003. Aussi, mais donc voilà, à partir de 1995, on sent un certain réalignement et puis qui nous mène à la situation bien délicate du PQ d'aujourd'hui. Voilà. Alors on a quand même, je pense, bien mis la table sur qu'est-ce qui s'est passé au Parti québécois. Il y a deux intervenants qui vont venir nous en parler. J'ai vraiment hâte de les accueillir ici. Je vous demanderai de les applaudir. Messieurs Nick Payne et Frédéric Lapointe. Merci, messieurs. Oui, bonsoir à vous. Bonsoir. Yes. On est très heureux de parler de ça avec vous, d'autant plus que c'est vraiment d'actualité. Ça commence sur un yes, c'est excellent. Sur un yes, oui. Oui, c'est vrai. Parlons-en de ça. On va les prendre dans toutes les langues. Voilà. Alors, je vais commencer avec vous, M. Frédéric Lapointe. Vous allez être pour le Parti québécois. Certainement. Ça donne bien. Vous vous êtes présenté notamment pour le Parti québécois aux dernières élections. Mais je vais commencer par une autre question. En fait, on va faire la même chose des deux côtés. Vous considérez comme indépendantiste. Je veux savoir
pourquoi et depuis quand, en fait? Qu'est-ce qui a amené cette idée-là de l'indépendance? Moi, depuis ma première carte de parti politique en 1989, là, j'étais souverainiste, même si cette carte, Confidence, était une carte du Parti libéral. C'est pas vrai, en 1989. Ah oui? Mais sinon, le premier cornet de crème glacée que je me suis acheté à Noranda en 1977, au Twin Kiss, avec de l'affichage en anglais, si vous connaissez la différence entre Noranda et Rouen. Noranda était anglais, Rouen était bilingue. Ah oui, OK. Le sentiment de ne pas être chez soi m'a toujours habité. Okay. Ce qui fait que je me souviens pas d'avoir adhéré, en dépit là, du visage de Trudeau puis de l'hymne national canadien qui jouait à la télé dans ce temps-là, je me souviens pas d'avoir adhéré au Canada. OK. Alors, rapidement, mais même sous le Parti libéral, donc, il y avait quand même cette essence-là qui... En 1989, 90, 91, c'est le temps où l'aile jeunesse du Parti libéral était plus nationaliste. J'avais 16 ans, j'allais pour l'alcool. Mais je me suis bien rendu compte que s'ils nous donnaient des petits drapeaux du Québec, c'est un discours fédéraliste qu'on nous servait. Alors, j'ai quitté les lieux avant même que les Bissonnette, les Dumont s'affichent comme ouvertement souverainistes à l'intérieur du Parti libéral. OK. C'est à ce moment-là que vous êtes intéressé à la politique? Parce que là, justement, vous œuvrez en politique directement. Comment est-ce que s'est fait votre arrivée? Oui, j'ai dégrisé après ce congrès des jeunes libéraux. Je suis allé au Parti québécois. Et j'ai vous êtes rendu à l'eau maintenant? Oui, à l'eau, il faut faire attention. Et j'ai pas arrêté depuis. J'ai fait surtout du mouvement étudiant durant les années 90. C'est à ce titre-là que j'ai participé au référendum de 1995. Et donc, j'ai oscillé entre le Parti québécois et les mouvements sociaux depuis ce temps-là, mais ça fait 30 ans que j'en fais. J'ai jamais arrêté, c'est une vocation. OK. D'ailleurs, en fait, aux élections de 2018, vous étiez donc sous la bannière du Parti québécois dans Maurice Richard. Comment s'est passé vos élections, votre campagne? Oui, Maurice Richard qui correspond à NSIC. Oui, à NSIC, oui. Alors nous, la campagne, ça a été 2 mois, presque 3 mois d'un festival constant. On l'a vécu de façon très positive. Les gens venaient vers notre local électoral, nous posaient des questions. Des gens venaient travailler pour nous, même s'ils demeuraient à Montréal-Nord, même s'ils demeuraient à Ville-Saint-Laurent. Alors, on a réussi à créer une ambiance festive qui correspondait à l'ambiance de la campagne. Des libéraux venaient nous voir pour nous dire qu'ils allaient voter pour nous. Oh. Donc, la campagne, pour générer du désir, on a réussi à le faire. On avait le bon contenu pour le faire. Bon, les circonstances ont joué contre nous, mais ça fait partie de la politique. Oui, voilà. Bien, merci de vous joindre à nous pour ce débat aujourd'hui. En côté contre, on aura également M. Nick Payne. Bonjour, M. Payne. Bonjour. C'est votre deuxième expérience à l'émission, ici même, il faut le noter. Pour ceux qui nous suivent, vous le savez peut-être déjà. Sinon, allez voir également, c'est un très bon débat pour ou contre l'indépendance du Québec. Vous étiez contre M. Adrien Pouliot. Alors, merci de venir vous rejoindre. C'est un autre candidat que vous avez devant vous. Là. On n'est pas dans le même enjeu, disons-le. Oui, effectivement. Je vais vous poser la même question de départ. Pourquoi l'indépendance du Québec? Depuis quand est-ce que vous êtes indépendantiste? Depuis la naissance. Non, mais presque. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille qui était déjà très conscientisée sur cette question-là et assez, sinon militante, en tout cas convaincue de la pertinence de cette option-là et qui réfléchissait à cet enjeu-là, en général, là, de l'État, du statut de la nation québécoise, si on veut. Et à l'adolescence, alors que je remettais tout en question, tout ce que mes parents représentaient et faisaient, cette chose-là en particulier, je n'y suis pas parvenu. J'ai remis 100 fois sur le métier cette réflexion-là. Je suis toujours arrivé à la même conclusion. Donc, je suis demeuré indépendantiste depuis ce temps-là. Malgré papa, maman. Vents et marées, malgré. Je caricature un peu, mais vous voyez un peu ce que je veux dire. Oui, absolument. Puis, donc, vous avez Ce que je veux dire, en fait, c'est que c'est pas, une tradition familiale qu'on entretient sans trop savoir un symbole où on s'en va avec ça. Je pense encore, en fonction d'une analyse que je crois rigoureuse de la situation, que c'est la meilleure option possible. OK. Vous avez également fait de la politique et vous avez été un ancien président, entre autres, d'Option nationale. Même chose, pourquoi en arriver à faire de la politique? Et je vous poserai également la deuxième sous-question, pourquoi Option nationale dans le cadre du Parti québécois qui représentait ça aussi? Oui, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que déjà que je m'implique en politique un peu plus active, là, c'était une sorte d'accident de parcours dans mon cas. Je réfléchissais, j'écrivais sur la politique et lorsque Jean-Martin Hossan a quitté le Parti québécois, la première fois, enfin, l'a-t-il quitté une deuxième fois? Je n'en suis pas certain, on le saura bientôt, mais... On le saura. Bref, quand il a quitté le Parti québécois cette fois-là, on est entré en contact et c'est lui qui m'a un peu tordu le bras pour que je m'implique davantage et on a donc fondé Option nationale. Pourquoi? Parce qu'on considérait
ce que je considère encore aujourd'hui, que le Parti québécois avait un peu échappé le ballon sur cette question-là et même qu'il devenait à la limite un passif pour l'indépendantisme, pour le mouvement indépendantiste et qu'il fallait d'une façon ou d'une autre le forcer à se réformer ou canaliser ailleurs les énergies militantes et éventuellement peut-être les votes en faveur de l'indépendance. Donc, c'était à ça que ça devait servir à l'origine, Option nationale. À la base, est-ce que vous avez déjà pensé vous impliquer au sein du Parti québécois en tant que tel dans les... Non, mais c'est pas nécessairement parce que j'aurais pensé que c'était pas correct. Là, c'est parce que j'étais pas rendu là dans ma ce moment-là. Oui, c'est ça. OK. Ben, je pense que la table est mise. On a visiblement 2 indépendantistes de conviction. Alors, ça, c'est quand même au moins déjà bien de ça. On part de cette base-là. Ouais. Et ben, merci encore. Je le répète, merci aux 2 candidats de venir en débattre. Gabriel, c'est toi qui vas te charger de la modération du débat. Alors, tout à fait, un débat qui va être mené de façon assez simple. Il y a quelques thèmes qui vous ont été présentés d'abord, sur lesquels on rebondira dans la soirée là, à mesure que le débat avancera. On a fait un tirage au sort un peu plus tôt dans la soirée. On a convenu donc que ça va être M. Nick Payne qui va commencer l'introduction, donc une première minute avant de lancer le débat en bonne et due forme. Puis ce sera vous, M. Frédéric Lapointe, qui allez conclure en premier avec une même minute à la fin du débat. Et donc, je vous lancerai... donc voilà, donc on peut, si vous êtes prêts, là, on peut déjà s'y lancer. Je demanderai au public peut-être de donner une bonne main d'applaudissement à ces candidats qui se livrent avec un débat pas évident quand même. Alors voilà, monsieur Nick Payne, vous pouvez commencer avec une première introduction. Avec plaisir. Vous m'avez demandé pour ou contre le Parti québécois. C'est quand même assez... oui. Je vous reconnais. Je vois là, que vous avez étudié en art dramatique et en journalisme, mais c'est tout à fait dans le ton. Il y aurait de quoi faire tourner un fil Facebook en catastrophe avec une question comme celle-là. Mais évidemment... Je peux pas être contre l'existence d'un parti politique juste parce que je l'aime pas ou je sais pas quoi. Non, évidemment, le Parti québécois n'a rien fait de mal à personne d'assez grave pour qu'on dise « faut plus que ça existe ». Cela étant dit, je suis très certainement contre ce qui est devenu au fil du temps le Parti québécois. Gabriel faisait une recension assez exacte de la trame des choses et en particulier du rapport de ce parti-là à la question de l'indépendance qui a commencé à se relâcher à partir de l'ère Lucien Bouchard, grosso modo. Et donc, il est devenu ce parti qui... Alors, je parle de l'institution et de ce qu'elle représente. Je ne parle pas des gens et de chacun des militants. Je veux insulter personne quand je porte des jugements comme ceux que je vais porter maintenant ou lorsque je fais une analyse. Mais donc, ce parti, aujourd'hui, est traversé profondément par une pensée qui guide toutes ses décisions en rapport avec la question d'indépendance. Et cette pensée-là est à l'effet que l'indépendance, c'est un beau rêve, c'est un bel objectif sur lequel il faut travailler, certes, mais qu'il ne faut pas présenter aux Québécois de façon très concrète dans les échéances électorales qui se succèdent parce que les gens, apparemment, ne sont pas prêts. Ils ne veulent pas entendre parler de ça. Si on va trop fort là-dessus, on va perdre nos élections. Éventuellement, on perdra un référendum. Ce sera une catastrophe. Ce sera la fin du monde. Il ne faut pas toucher à ça. Bref, aujourd'hui, d'une certaine façon, le Parti québécois était... Et l'endroit où la peur du référendum et l'indépendance sont les plus marqués et les plus, ostentatoires dans la société et dans le débat politique québécois. Bref, je pense que le Parti québécois est rendu là dans sa pensée et je pense qu'il est probablement incapable de se réformer là-dessus. C'est la raison pour laquelle, si on me demande est-ce que je suis pour ou contre d'un point de vue indépendantiste, le Parti québécois à l'heure actuelle, je suis très certainement contre. Même si je n'étais pas indépendantiste, je pense que ce parti-là a perdu sa fonction essentielle en mettant sans cesse de côté la question de l'indépendance. Même s'il dit qu'il en parle, c'est vrai qu'on en parle dans les assemblées militantes, on en parle quand il faut faire du financement, on en parle pour se donner bonne conscience ou pour acheter du temps parfois auprès des militants en disant « Oui, le pays s'en vient, vous allez voir, on y travaille dans le second mandat, dans le troisième mandat, dans le 21e mandat, on ne sait plus quand est-ce que ça arrivera. » Je pense qu'il va falloir briser ce cycle-là. Merci, Nick Payne. M. Frédéric Lapointe, vous avez pris 2 minutes de plus, mais je vous en laisserai. Puisque le Parti québécois change et changera, on a j'ai peut-être en face de moi un futur péquiste, on verra. Il faut garder l'esprit ouvert. Il y a toujours eu, au sein d'un parti qui a été fondé par un ancien ministre libéral. Il faut se souvenir que René Lévesque n'est pas qu'un péquiste. C'est un ancien ministre libéral, c'est une vedette de télé. Et donc, forcément, le parti est né sous les projecteurs
Et c'est peut-être là une partie du drame de son existence. Il tend à être toujours sous les projecteurs et à être un sujet de conversation un peu trop fréquent de la part des souverainistes et des indépendantistes. Je me plais à dire que si les indépendantistes inversaient la proportion de leur sujet de conversation, plutôt que de passer 99% du temps à discuter du Parti québécois et 1% de l'indépendance, inversaient les rôles, passaient 99% du temps sur l'indépendance et 1% sur le Parti québécois, on aurait déjà beaucoup progressé. Mais donc, il y a toujours eu au sein du Parti québécois un conflit entre deux missions. L'une est clairement indépendantiste. L'autre, c'est celle du sens de l'État et de la responsabilité de l'État. Et pour prendre le cas le plus récent, on peut jaser du passé, puis on le fera peut-être. Mais le cas le plus récent, c'est celui de la dernière élection, où, dans un contexte où il n'y a pas eu de convergence souverainiste, il faut se le dire, la seule option qu'il nous restait pour battre nous-mêmes un gouvernement libéral hautement indésirable et dangereux, sa réélection était dangereuse, était d'ouvrir les bras le plus largement possible, y compris à un électorat fédéraliste. Et on a recueilli des électeurs, des voix dans cette direction. Je le disais tout à l'heure au sujet de l'élection québécoise. Mais donc, ce risque qu'on a pris en tendant la main parce que l'État était entre de mauvaises mains, et ce risque qu'on a pris même au mépris de notre option indépendantiste la dernière fois, dans tous les cas, c'est au nom de la préservation de l'État et de l'intérêt fondamental des Québécois. Maintenant, on est dans une situation différente. Et je pense que les indépendantistes seront contents de ce qu'ils verront au Parti québécois au cours des prochains mois, des prochaines semaines, parce que notre responsabilité, non seulement vis-à-vis l'histoire, l'indépendantisme, mais vis-à-vis l'État, elle va s'exprimer autrement et probablement davantage en face. Merveilleux. Bien, merci beaucoup pour ces premiers constats. Je vous relancerai d'abord sur une première question qui est peut-être au cœur, si on veut, des problèmes actuels du Parti québécois. C'est de se demander, est-ce que le PQ est le meilleur véhicule, du moins aujourd'hui, pour les indépendantistes? Tu laissais entrevoir que non, Nick, mais je vous laisse, oui. Je vous laisse aller. Voulez-vous-tu en parler? Je vous tutoie. Évidemment, non, le Parti québécois ne peut pas être le meilleur véhicule puisqu'il n'est pas le véhicule du tout à l'heure actuelle de ce projet-là. Dans les faits, dans la pratique, bien sûr, on est dans la politique de la profession de foi. Donc, au Parti québécois, on dit « nous sommes souverainistes ». Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, un peu comme au Bloc québécois d'ailleurs. Maintenant, quand vient le temps de traduire ça dans des engagements électoraux pratiques, là, on n'est plus là. Là, il faut dire plutôt, ce sera lorsque les vents seront favorables, quand les sondages iront dans le bon sens, quand, dans un second mandat, quand on aura préparé le terrain en gouvernant, ce qui, par ailleurs, n'a jamais fonctionné dans l'histoire du Parti québécois. Autrement dit, en acte, on ne fait pas la promotion de l'indépendance. Pas du tout, ça va au-delà de la promotion. C'est qu'un parti politique qui se dit indépendantiste devrait normalement se faire élire pour faire l'indépendance. C'est comme un parti vert, un parti écologiste ne pourrait pas dire « votez pour nous, on va polluer pendant 4 ans, puis dans le second mandat, on va adopter des mesures vertes ». Tout le monde se foutrait de leur gueule, évidemment, et à dessein. Maintenant, M. Lapointe, il y a un instant, exprimait bien, à mon point de vue, là où est le problème, c'est-à-dire que c'est le faux dilemme, à mon point de vue, ce que vous venez de dire, c'est le faux dilemme typique à la péquiste, choisir entre la bonne gouvernance, vous avez même dit le sens de l'État, et le projet indépendantiste, comme si nécessairement l'un allait empêcher l'autre. Il y a un problème, là. Cette façon-là de voir les choses témoigne de la difficulté pour les péquistes de croire en la pertinence du projet qui est supposé être le projet fondamental du PQ. Frédéric Lapointe, est-ce que le PQ, c'est un exemple rapide de conflit réel entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité, c'est le rapport de Québec solidaire à l'environnement. On peut se plaindre aujourd'hui que la CAQ est le parti le moins environnementaliste, mais ce qui a propulsé la CAQ au gouvernement, c'est toujours bien l'échec de la convergence, parce que des gens ont choisi l'éthique plutôt que la responsabilité. Si on reste par contre sur la question, du véhicule, oui. Moi, mon vécu au Parti québécois comme péquiste, c'est celui de quelqu'un qui fait la promotion de l'indépendance hors du parti et dans le parti. Alors, il y a des moments où il faisait pas bon faire la promotion de l'indépendance rapide au sein du parti politique. J'étais l'organisateur de Lisette Lapointe en 2007 et en 2008. Puis on se souvient qu'en 2011, sans vouloir rentrer dans nos débats byzantins d'arcane au sein du parti, mais on se souviendra que ceux qui voulaient même débattre d'agenda référendaire au sein du Parti québécois étaient l'objet de manœuvres peu démocratiques, peu élégantes, et Mme Lapointe a fini même par quitter le Parti québécois. Donc, il y a des moments où on peut dire qu'il faisait pas très bon.
Mais moi, pour ma part, ma pratique politique au sein du Parti québécois depuis 1990, où je suis membre, c'est de faire campagne auprès des gens qui ne sont pas souverainistes pour qu'ils le deviennent. En 1995, j'ai passé mon temps à Westmount, à Dawson, en des endroits où il y avait une proportion de souverainistes probablement proche de zéro. Et encore, durant la campagne électorale, j'étais à Vanier pour parler avec des gens en anglais. Je savais très bien parler français, mais je le faisais en anglais, respect de l'institution et des professeurs qui nous supervisaient d'ailleurs. Et je vous dis quelque chose, ça marchait. C'est pas parce que j'arrivais en tant que porte-parole ou député ou candidat à être député du Parti québécois qu'on n'avait pas d'écoute. Ça fonctionnait très bien. Maintenant, je me porte pas garant de l'action indépendantiste, de l'association de Shefford, de Lac-Mégantic ou je ne sais trop, du mais le PQ de Tachereau. façon générale. Mais je pense que les gens qui sont au Parti québécois font ce travail, mais que ce qui est perçu à l'extérieur, ce sont forcément les quelques psychodrames malheureux. Hein, je n'étais pas du beau côté de la clôture à ce moment-là. Aujourd'hui, ce sont des choses qui ne se vivront plus et j'espère que les gens auront l'occasion de réajuster leur perception vis-à-vis le parti, parce que ce qui sera visible, c'est non pas des débats dans des congrès sur des procédures, mais ce qui sera visible désormais, c'est l'action sur le terrain. On vient d'entendre parler de la promotion de l'objectif indépendantiste, au fond, que feraient plus ou moins les membres des différents exécutifs du PQ ou même les individus qui composent ce parti. Mais le problème n'est pas là, à mon sens. Il est dans le message premier, prépondérant, celui qui vient des plus hautes instances, du chef, dans chaque élection, et message à travers lequel on dit aux Québécois, vous savez, là, on n'est pas rendu là, l'indépendance. C'est vrai que ça fait peur au monde. On va prendre notre temps, puis on y reviendra plus tard quand vous serez prêts. Ce message-là ne peut pas être bon pour l'option elle-même, puisque voici le parti de Jacques Parizeau, de René Lévesque, de Lucien Bouchard, qui dit aux Québécois, voyez, là, nous-mêmes, on n'est pas sûrs de notre affaire. Et ensuite, c'est extrêmement mauvais pour le parti lui-même, puisque, hors de tout engagement très immédiat, très concret à travailler à réaliser l'indépendance, le Parti québécois n'est pas capable de retenir les morceaux qui constituaient la coalition qu'il formait autrefois. Et vous avez dit que l'élection a été perdue, entre guillemets, par la non-convergence avec Québec solidaire notamment, ou en tout cas que ça a favorisé la prise du pouvoir par la CAQ. Mais c'est bien justement parce qu'en amont, le Parti québécois refuse d'assumer son option indépendantiste qu'il perd des morceaux, qu'il a vu Québec solidaire s'en aller à la dérive, selon lui. Là, je vais vous couper. Je ne résumerais pas que Québec solidaire a un schisme sur l'indépendantisme. Là. Ce serait réducteur à leur Non, bien sûr, les gens de Québec solidaire ils ont une personnalité politique. Vous avez raison, ils ont des idées très précises qui remontent très loin. Sur autre chose que l'indépendance. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où l'indépendance n'est plus le facteur commun entre l'environnement ces deux aurait pu l'être. Les autres idées prennent le dessus et dès lors, les divisions apparaissent. Effectivement, il n'y a pas grand-chose en commun entre beaucoup de gens à Québec solidaire et beaucoup de gens au Parti québécois, au-delà de la question de l'indépendance. Je crois qu'on pourrait en débattre longtemps. Bien là, vous venez de me dire l'inverse. Enfin, non, sur l'environnement, on s'entend très bien. Tout le monde s'entend sur la tarte Sur aux pommes. 95% des programmes sociaux, on s'entend très bien. On s'entendrait beaucoup moins bien avec les libéraux, par exemple. Mais cela dit, pour revenir sur la question du véhicule, Jean-François Lisée, lors de la dernière campagne électorale, avait mis de côté pendant 4 ans la question de l'indépendance. Est-ce que ça représente là... un pied de nez aux indépendantistes qui voudraient faire de cette question-là une priorité? En ce sens-là, est-ce que ça reste toujours le bon véhicule ou il s'agissait d'une stratégie qui en valait la peine? La dernière campagne a été particulière en ce sens qu'en l'absence d'un échéancier électoral clair, il nous était possible d'accéder à des milieux qui ne nous auraient pas admis en d'autres temps. Nous étions écoutés comme option de gouvernement, comme option de remplacement parce que les libéraux... on peut discuter des difficultés du Parti québécois, mais le Parti libéral ça était pas très bien marché. Abandonné par énormément de gens. Et pour ma part, je peux témoigner de ma campagne. Dans d'autres milieux, est-ce que ça a aussi bien fonctionné? Est-ce que la campagne générale a bien fonctionné? C'est un autre débat. Mais dans notre campagne électorale, ce que nous avons constaté, c'est que ça nous ouvrait des portes pour discuter de l'indépendance en tant que telle et non pas d'un référendum comme étant un projet de gouvernement. L'effet, on le sentira au fil du temps. Je trouve que nous sommes prompts à vouloir accrocher la responsabilité de notre déclin en termes d'intention de voter oui dans un éventuel référendum, qui, soit dit en passant, ne m'inquiète pas tellement. Il n'y a personne qui veut se jeter devant un autobus pour le fédéralisme non plus au Québec. Mais je trouve que c'est une façon
un peu pratique qu'on a de se dédouaner et de dire, ben voici pourquoi nous échouons, c'est parce que eux, et qu'ils devraient ceci, et qu'ils devraient cela. Moi, je pense que les gens au Parti québécois font leur travail. Je pense que le chef, le dernier au Parti québécois, faisait son travail durant la campagne électorale. Je pense qu'il s'adressait à des publics qui, traditionnellement, ne considéraient pas nécessairement le Parti québécois. Ça ne s'est pas traduit en intention de vote pour toutes sortes de raisons. Une fin de campagne que plusieurs considèrent douteuse, mais aussi parce qu'il y a 4 partis politiques. Donc, lorsqu'on compare dans l'histoire le duopole des années 80 libéral-PQ à l'offre politique fantastique qu'on a aujourd'hui, ben la rançon de la gloire, c'est que les voix sont plus divisées. Ouais. Et qui, historiquement, disons-le, n'a jamais été vraiment présente au Québec. C'est la première 4 fois qu'on vit ça. partis, Bien sûr. Et donc, cette mise de côté de la question, disons, un report de 4 ans pouvait au final favoriser une ouverture pour d'autres segments de la population qui ne seraient pas ouverts si la question référendaire avait été proche. Ça n'a pas très bien marché. Parier, mais c'est ce que j'ai constaté. C'est ce qui avait été... Ouais. Clairement, ça n'a pas donné... écoutez, vous êtes quand même en train de nous dire que le Parti québécois a fait la dernière campagne sur l'indépendance, là. Je suis en train de dire qu'on en a parlé tous les jours, tel que Jean-François Lisée l'a promis. C'est le discours classique du Parti québécois, mais pardon, là, mais... On n'a pas fait ça en 2012. Les péquistes disaient exactement la même chose en 2012. On en parle tout le temps, mais peu importe. En 2012, on n'a pas fait campagne là-dessus. On sait très bien ce sur quoi on a fait campagne en 2012. Vous dites, Jean-François Lisée... Et d'ailleurs, il était particulièrement important en 2012 que nous l'emportions. Vous dites que le éthique chef... de conviction, éthique de responsabilité. Ouais, vous dites que, oui, à cause de la question de la corruption et tout, mais... La corruption pour est-ce que fallait-il mettre l'indépendance de côté pour autant? C'est une autre question. Mais vous venez de dire que le chef du Parti québécois a fait son travail en parlant d'indépendance pendant la campagne. Un chef indépendantiste qui entre en campagne en disant « Nous vous promettons de ne mener strictement aucune démarche de gouvernement en faveur de l'indépendance, ni aucun référendum avant un second mandat. Mais pardon, mais ce n'est pas un chef qui fait son travail. C'est quelqu'un qui démissionne. C'est quelqu'un qui, avant même d'essayer, dit ça ne marchera pas, donc on n'y va pas. Vous pouvez ensuite, sur le terrain, dans des soupers spaghettis, placer un petit mot pour la souveraineté ici et là, mais soyons sérieux, ça ne convaincra personne et certainement pas les médias d'en parler. Par exemple, M. Lisée se plaint ces jours-ci de ne pas être écouté quand il parle de cette question-là, et de bien d'autres choses d'ailleurs. Bien, évidemment, si vous annoncez vous-même que ce n'est pas votre projet premier, les journalistes n'en parlent pas. Alors, vraiment, je pense que vous passez à côté d'un examen qui est important, et on l'a vu là, dans l'événement d'aujourd'hui, puisque nous tournons le jour de ce Conseil national du PQ. L'examen ne se fait pas. On est dans les questions d'image, on essaie des nouveaux logos. Il y a Véronique Yvon qui dit qu'il faudrait que le prochain chef soit élu par plus que seulement les membres du PQ. Ce sont des idées intéressantes. Là, on est dans la tarte aux pommes, les bonnes ou moins bonnes ou fausses bonnes idées. Ça fait penser au Parti socialiste français qui cherchait de midi à 14h une façon de redorer son blason en oubliant systématiquement et furieusement et méthodiquement de se demander pourquoi. Dès le départ, il était mal pris. Le Parti québécois est au même endroit, c'est-à-dire qu'il a renié, le mot est fort, vous allez me dire, mais il a tout le moins mis en veilleuse ce qui constituait sa force première, et il se demande pourquoi ça ne marche pas en faisant du Paul Saint-Pierre Plamondon à gauche et à droite. Cela dit, l'expérience client. La mise en veilleuse est un genre de pari pour l'avenir. Ça n'a pas marché. Je ne commenterai pas tous les noms. Tous les noms ou tous les gestes d'image. Hein. On va laisser les gens réfléchir. Le processus de changement est un processus ouvert et je pense qu'il est très sage de lui laisser le temps et que les gens mettent quelques mois avant de se retrouver en congrès spécial et de prendre des décisions cruciales. Mais je reviens sur le problème fondamental qui est celui de l'éthique de conviction versus l'éthique de responsabilité. Et en ce moment, un faux dilemme, peut-être que le positionnant ainsi, ceci posera un problème de crédibilité à ce qui vient. Néanmoins, ce qui vient, c'est quoi? C'est un gouvernement qui, de notre point de vue, exerce des responsabilités, pas exactement comme on le ferait, mais qui ne pose pas un danger clair et immédiat ni aux Français, ni à l'État. Là, vous parlez du gouvernement actuel? Là, je parle du gouvernement actuel, ni aux revendications traditionnelles du Québec. Hein? On ne s'entend pas à ce qu'il signe la Constitution en rabais. Il n'y a aucune de ces choses qui vont se produire. Ce qui fait que ça nous libère, effectivement, de cette responsabilité. Et je vous dis, parce que vous savez que le Parti québécois fonctionne ainsi, vous devez vous attendre
à ce que le discours au Parti québécois en soit un des plus indépendantistes, parce qu'il n'entre plus en conflit avec cette responsabilité Parce qu'il n'y a pas qui de est la danger nôtre, de par prendre le ailleurs. pouvoir, Alors, finalement. avoir Non, donc il y a une opportunité de prendre le pouvoir et de préparer cette prise de pouvoir sur les bonnes bases. Le Parti libéral est hors jeu. C'est la bonne nouvelle de la dernière élection. Ça, c'est le Maintenant seul que résultat de c'est- Jean-François c'est un- Lisée. c'est un C'est-à-dire qu'il très a bon résultat. réussi à mettre les libéraux hors jeu en mettant le Parti québécois hors jeu. C'est comme une le sacrifice chimiothérapie ultime. dont on pourrait parler longtemps sur le plan stratégique et jusqu'à quel point c'était prémédité. Mais ce serait faire de la stratégie ouverte. Constatons seulement que le Parti libéral est hors jeu. Donc, on a, oui, aujourd'hui, la liberté, peut-être que vous ne reconnaîtrez pas le Parti québécois des dernières années, mais je vous le dis, on a aujourd'hui la liberté de pousser cet agenda-là au plus loin, au plus vif, tous les jours, comme on le faisait durant la campagne électorale. Mais ce qui changera surtout, je pense, c'est que maintenant, on va le faire entre les campagnes électorales. Et donc, parce que le gouvernement de la CAQ a été élu, ça change la donne pour le Parti québécois, puis ça peut être potentiellement prometteur pour l'avenir. Là, c'est ce que Je vous pense dites. que ça nous dédouane de cette responsabilité que nous avons à l'occasion, en 2012, de sortir les libéraux à tout prix. Ouais. Hein, pas juste pour la question de la corruption, parce que les étudiants se faisaient tirer dans la rue à balles de plastique. Il Ouais. faut se souvenir de quoi il s'agissait. Et que les frais de scolarité allaient tripler. Et que ça s'est joué sur 2 putains de comtés, celui de Léo Bureau-Blouin puis celui de Sherbrooke, celui de Jean Charest d'ailleurs. L'ironie était parfaite. Alors, on ne viendra pas me dire que ceci devait être mis en danger au nom de quelques concessions stratégiques. Il y a des moments où il faut le faire. Mais en ce moment, nous ne sommes pas en conflit entre ces 2 pôles de notre action politique. Cette dichotomie que vous dessinez là, entre le fait d'être davantage engagé et proposer des choses concrètes sur l'indépendance versus la prise ou non du pouvoir, c'est exactement ce que je dénonce et c'est ce qui a mené le Parti québécois à l'insignifiance dans laquelle il est aujourd'hui. Il est en situation d'insignifiance. Il est en perte de concurrence. pertinence. Les péquistes se demandent comment servir à quelque chose. Oui. Alors, l'environnement, les jeunes, ça. Le parti a été fondé pour l'indépendance. Non, mais c'est tout à fait vrai que cette question-là se pose. C'est tout à fait vrai. Mais Et il ne devrait pas y avoir de elle se pose au-delà de la question de ça ne devrait l'indépendance. pas être parce que antinomique, ça, vouloir prendre le pouvoir et porter son option fondamentale. je Là, il y a un problème. Je pense là. que tous les mouvements politiques sur la planète et tous les politiciens ont à soupeser l'éthique de responsabilité. Ah oui, on versus fait des l'éthique. choix, on Alors, élague un tout peu ça- la tout plateforme. ça fait Québec partie- solidaire le fera quand il prendra plus Ben, le pouvoir. ou sans le doute. fera pas, il ne prendra pas le pouvoir. Mais c'est des choses qui sont, à mon avis, incontournables et qui, effectivement, lorsqu'une organisation a un passé un peu plus lointain, une identité un peu plus forte, en particulier, comme je le disais, lorsqu'elle est née sous les projecteurs, ben ouais, il est de bon ton d'en discuter et c'est correct d'en discuter. Cela dit, oui, les péquistes se cherchent. Je crois qu'ils ont encore quelques mois pour se chercher. Je pense que la déclaration qui sera adoptée au prochain congrès spécial Ça va- marquera le pas. La priorité à l'indépendance, on connaît, je peux vous l'annoncer tout de suite. Ce qu'ils que vont je pense décider, surtout, c'est que les péquistes, et je le souhaite ardemment, et s'ils échouent, ce sera grave, vont arrêter de se parler entre eux de ce qu'ils doivent faire et vont le faire. Parce que, il faut le constater, en ce moment, on discute beaucoup du Parti québécois en souverainiste, on discute beaucoup du Parti québécois au sein du Parti québécois, et il n'y a rien de tout ça, effectivement, qui est de nature à convaincre qui que ce soit de devenir indépendantiste. fait Mais que les- ces mois de réflexion touchent à leur fin. Ce qui fait que les péquistes et les souverainistes parlent entre eux seulement tout le temps, c'est bien précisément la mise en veilleuse de l'option. Ce qui fait qu'ils sont obligés de parler entre eux de cette question-là tout le temps, voir comment ils pourraient sortir de l'impasse. Je vous relancerai sur une autre question. Vous avez parlé tantôt de la question de la convergence. Ouais, je pense que ce serait peut-être même bien de définir un peu ça. Je pense qu'il n'y a peut-être pas tout le monde à la maison qui comprennent ou qui sont au courant de qu'est-ce que ça représente. Ça date déjà cette de idée de quelques années. convergence. Ouais. On Non, fait mais un examen de c'est-à-dire qu'il y a vulgarisation un peu. Là, Il y a mais- eu, disons, entre les branches, ou en tout cas l'idée que le PQ pourrait s'associer avec Québec solidaire de quelconque manière La que nature ce du deal soit. n'était pas réglée, là, mais Non, il y aurait exact, un exact. deal, Mais là, ça aurait pu faire en sorte que cette élection-là fasse pas en sorte que deux partis indépendantistes s'entre-déchirent. Est-ce que c'est possible, ça, une convergence? Ou est-ce que Catherine Fournier, d'ailleurs, laissait planer le fait qu'il faudrait, favoriser le rassemblement des indépendantistes? Elle n'avait pas de véhicule en particulier, mais c'est un peu vers ça qu'elle tendait. Est-ce qu'il y a là un salut possible pour le Parti québécois ou est-ce qu'il faudrait nécessairement que la question de l'indépendance passe par une nécessaire convergence? Et est-ce que c'est possible pour deux partis indépendantistes d'être
d'être à l'Assemblée en même temps. Oui, Tu sais. ben, on le fait. On le vit. Ouais. Là, Est-ce que est-ce La qu'on réponse se rapide, coupe pas dans les c'est- jambes? Ouais. Oui, Ouais, manifestement, c'est ça, mais est-ce que c'est Est-ce que c'est sain possible pour que ce cette soit idée prometteur? d'indépendance? La convergence, c'est un vieux mantra, un vieux serpent de mer qui traîne dans le décor de la politique, en particulier souverainiste au Québec depuis un bon moment. Et c'est chaque fois qu'on perd du temps à discuter de ça, on est en train de confondre la cause et la conséquence. Comme disait Machin, que j'oublie, Dieu se rit de ceux qui déplorent les conséquences dont ils chérissent les causes. Alors, on est directement dans ça. Là. S'il n'y a pas convergence, c'est bien parce que le seul élément qui faisait converger tout ce monde-là autrefois, c'était l'indépendance. Et à partir du moment où, pour de bonnes ou moins bonnes raisons, l'échéance est repoussée, la coalition se défait. Il n'était pas possible que Québec solidaire en vienne à quelque entente que ce soit avec le je veux pas Parti être trop québécois. simpliste, là, mais C'était c'est pas possible. parce que Québec Et c'est pas un solidaire trouvait solidaire le qui vous parle. Là. C'est pas que Québec solidaire, c'est pas qu'il trouvait pas le PQ indépendantiste. Là. Il trouvait Oui, le PQ trop il y avait raciste. d'autres raisons. Il y avait Ah, d'autres je veux dire, raisons. Il y avait Ce d'autres que raisons. j'essaie de vous dire, On c'est va que se dire les si vraies choses. demain, L'indépendance n'était pas le problème derrière l'absence de convergence. si demain l'indépendance est au programme, là, puis il y a un référendum, les gens de Québec solidaire vont être majoritairement de votre côté. Vous savez ça. Je ne crois pas. Ah, ben là, c'est une vaste Je ne question, crois mais disons que dans les porte-paroles, les personnes connues, enfin, allez savoir, Faudrait on les laisser commencera pas à répondre. parler On de peut pas Québec répondre solidaire. pour eux, là. Non, c'est Mais effectivement. ce qui est sûr, c'est que le Parti québécois s'est fractionné, s'est effrité au profit de Québec solidaire. On va le dire comme ça, et au profit de la CAQ, depuis qu'il entretient cette pensée là, que vous développez ici depuis tout à l'heure, à l'effet que l'option indépendantiste et la prise du pouvoir sont deux choses antinomiques et qu'on ne peut pas être sérieux en faisant les deux en même temps. Il faut pas faire peur au monde avec ça. Et dès lors, les nationalistes plus provinciaux s'en vont à la CAQ, les progressistes plus à gauche et encore plus à gauche vont à Québec solidaire. Enfin, je Et ainsi de reformulerais. suite. C'est pour ça que je vous dis que la convergence n'était pas C'est possible. pas antinomique, mais il y a des moments dans l'histoire où il faut choisir entre la promotion immédiate de l'option, prendre des risques politiques pour le faire, et les frais de scolarité, les étudiants, la corruption. Ça En s'est posé- 98, ça s'est- peut-être, ça parce s'est que po- tu ça viens s'est de faire posé- un référendum. Ça s'est posé en 2012. Mais pendant 25 ans. 98, j'y étais. Et j'étais pas en train de militer pour le Parti québécois. J'étais en train de militer pour que les clauses orphelins soient abolies. Et pour moi, à ce moment-là, c'était ce qui était important. J'étais davantage dans l'éthique de conviction Oui, bon, mais que le dans référendum l'éthique de venait d'avoir responsabilité. lieu. Alors, Fallait pas en il faire arrive un qu'on tous les- soit dans un parcours comme organisation et comme individu. Il arrive qu'on soit tantôt dans l'un et tantôt dans l'autre, au gré de l'évaluation qu'on fait des circonstances. Et donc, je ne crois pas que ce soit antinomique et que ça ait même été considéré au Parti québécois comme antinomique à chaque élection. Celle de 89, par exemple, c'était absolument pas antinomique. Jacques Parizeau revient au Parti québécois. Il y a Mitch qui est en train de se négocier. Il prend une position très ferme en disant il va y avoir un référendum dans le premier mandat. Et ça éteint pas les discussions au Parti québécois non plus. On se souvient que plusieurs, Jean Garon en était, disaient ah, pourquoi? Pourquoi référendum? On va faire une élection référendaire, puis on va voter Ah ça. oui, non, mais là, on peut sociale. remonter Bon. aux années 70 Donc, avec ça. ça. Pour dire qu'il Mais- y aura toujours, hein, il y aura toujours, même lorsque on est pressé pour tenir un référendum dans le premier mandat, il y aura toujours plus pressé que soi. Donc, il y Alors, aura toujours un moment où il faut tracer la Je ligne. vous ramènerai sur la question de la convergence. Est-ce que disons, pour la suite des choses, ou même dans le contexte actuel, est-ce qu'une convergence serait à prioriser avec Québec solidaire ou quelconque Ben, c'est une parti question ou générale. formation? Aussi. Ben, ok. Ben, une Je convergence- vais répondre à la question d'ordre général. Allez-y. En termes très général, le Parti québécois va, je pense, toujours être ouvert à se mettre en danger pour réaliser un objectif politique majeur. C'était le cas avec l'offre de convergence la dernière. Prendre Ce le sera pouvoir. le cas. C'est pas mal Remplacer les ça, libéraux, l'objectif, en général. sortir les fédéralistes, multiculturalistes. Ils n'étaient pas si corrompus, les derniers, il faut leur donner ça. Ils engraissaient les médecins, là, c'était un problème. Ils n'étaient pas si pires. Mais il fallait les sortir quand même. Donc, on sera toujours prêt à discuter avec d'autres formations politiques et à faire des compromis. Mais, dans la position où nous sommes aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas attendre du Parti québécois qui formule des propositions en ce sens. C'est un peu comme au tennis, là, à un moment donné, on n'a plus de balles dans nos poches. Là. Il va falloir que la balle revienne de ce côté-ci du filet. Oui. Donc, on sera ouvert, mais il ne faut pas s'attendre à ce que le Parti québécois fasse des gestes en ce sens. Je vous relancerai peut-être sur une autre question qui
qui remet en question le Parti québécois, mais les partis de façon générale, est-ce qu'un parti, ça a une date d'expiration? Vous auriez peut-être 2 avis différents sur la chose, mais peut-être que le Parti québécois était un parti d'une génération, puis là, c'est le temps d'en prendre acte. Est-ce qu'une telle chose est possible? Alors, effectivement, il n'y a pas de date d'expiration inscrite là, dans les dictionnaires pour les partis politiques. Évidemment, il y a des facteurs conjoncturels, générationnels, toutes sortes d'événements qui peuvent amener la fin d'un parti politique ou son remplacement, sa mutation dans autre chose. D'ailleurs, le Parti québécois, ce Parti québécois qui pense que l'indépendance pose problème lorsqu'on veut prendre le pouvoir et qu'il vaut mieux proposer un bon gouvernement, ce parti-là est devenu la CAQ d'une certaine façon. Il est déjà en mutation est en train de se transformer. D'ailleurs, on voit le personnel péquiste, des péquistes notoires qui traversent vers la CAQ. Donc, le processus est déjà entamé. Voici un processus de remplacement. On a l'impression, effectivement, qu'on arrive à la date d'expiration du Parti québécois. Son seul salut est peut-être plus que jamais de revenir à la question d'indépendance. Mais si c'est parce qu'on se dit, bon, ben, de toute façon, on n'a aucune chance de gouverner, alors on va en parler tant qu'on veut, mais le jour où on redevient populaire, on met ça de côté parce que la raison d'État, puis je ne sais pas quoi, nous en empêche. Là, évidemment, ça n'aura rien donné. Exact. Mais donc, le PQ j'ajoute un truc, le facteur générationnel. En s'étant tu pendant un quart de siècle sur l'indépendance, parce que, quoi que vous disiez, c'est bel et bien ce qui s'est produit. Alors, on attendait les conditions gagnantes. Après ça, c'était la gouvernance souverainiste. Entre-temps, il y a eu le référendum dans 1000 jours. Après ça, là, qu'est-ce que c'est? Dans un second mandat, ça finit jamais. C'est toujours une nouvelle formule pour habiller l'attentisme. À force de faire ça, on a échappé une génération au complet qui aujourd'hui arrive dans la vie politique, la vie adulte, sans avoir vraiment été mis en contact avec un débat digne de ce nom sur la question nationale. Et ces jeunes-là ne sont pas du tout portés, surtout pas à voter pour le Parti québécois, mais non plus à s'intéresser à la question nationale. Mais donc, ce que vous dites, c'est donc c'est pas la question de la date d'expiration qui est en cause que la mise de côté de la raison même du parti. En fait, c'est pas qu'il y a une date d'expiration, c'est que... Moi, j'accorde moins de crédit aux phrases creuses des politiciens de 60 ans. Je ne pense pas que c'est ça qui convainc les jeunes ou les convainc pas. Je pense qu'il y a d'autres facteurs et que le travail de proche en proche qui a pu être abandonné par certains ou le fil des événements, les événements historiques, pour avoir eu 18 ans lors de l'échec de l'accord du lac Meach, c'était assez difficile de ne pas être séparatiste à ce moment-là. On en conviendra. Et donc, c'est l'histoire, beaucoup plus que les slogans de l'un de l'autre. Sur la date de péremption, c'est beaucoup, effectivement, une question de niche. Je partage l'analyse de M. Payne là-dessus. Et il est vrai que le nationalisme confortable de gouvernance est probablement occupé par la CAQ. Et peut-être est-ce une bonne chose pour le Parti québécois. Peut-être est-ce que ça amènera le Parti québécois à pratiquer de façon plus généralisée. Moi, ça le forcera, je pense que ça va amener plus de gens, je vais le dire comme ça, à faire comme moi et à faire campagne constamment pour que des gens qui ne sont pas indépendantistes le deviennent. Par ailleurs, il y a toujours des choses que la CAQ ne pourra pas faire. Ils peuvent se pogner avec le gouvernement sur la péréquation, ils peuvent faire ci, ils peuvent faire ça, mais le gouvernement fédéral n'aura jamais peur d'un gouvernement qui se dit non seulement fédéraliste, mais qui dit qu'il ne veut plus jamais entendre parler de la souveraineté lorsqu'il se présente dans l'ouest de l'île de Montréal. Et donc, même Robert Bourassa disait qu'un référendum sur la souveraineté préférait garder ça dans sa manche et le jouer à un moment donné. Et donc, je pense que l'avenir va nous sourire. Ça peut être un peu déprimant à court terme, là, mais je pense que l'avenir va nous sourire parce que non, ce gouvernement ne nous amènera nulle part. Il va nous garder confortables pendant un certain temps. C'est pas vrai qu'ils vont tirer des étudiants dans la rue. C'est pas vrai qu'ils vont corrompre la province de Québec au complet. Ils vont être confortables, mais les vices inhérents qui sont ceux qui nous rendent indépendantistes existent encore. Et si jamais le fédéral s'essaye à faire comme en Colombie-Britannique puis à passer un pipeline, ben là, il y aura des organisations politiques prêtes à proposer, comme ils le font tous les jours, aux Québécois de prendre une solution définitive en ce qui a trait au Canada. Je vous relancerai, vous mettez un peu la table à ça, puis je vois que le temps file. Les perspectives d'avenir pour le Parti québécois, M. Frédéric Lapointe, vous mentionniez que l'élection de la CAQ, d'une certaine manière, pouvait en venir à forcer une remise en question, peut-être de façon plus ferme que ne l'aurait fait un Parti libéral, qui aurait peut-être permis les mêmes tensions PQ libéral. Oui. Mais là, comme c'est la CAQ, là, ça... Par contre-coup, ça devrait imprimer une forme de remise en question. Oui. Les prochains mois, prochaines années, selon vous, pour le Parti québécois? On s'en va dans un congrès spécial où on va discuter. Ça a passé officiellement. Là, oui, à l'unanimité d'ailleurs. Ah oui, hein. Presque inquiétant.
Moi, Oui, il y a un consensus au Parti québécois. Quand je vois l'unanimité, j'ai un frisson Pourtant, dans le dos. Je me dis, vous entre-déchirez pas au Parti québécois, me semble que c'est ce qu'on entend. il me semble qu'on a... Non, mais sérieusement, depuis 2011, le parti est relativement calme. Ouais. L'autoritarisme de Pauline Marois est le dernier autoritarisme qui a existé au Parti québécois. Ouais. Il n'y a plus d'employés. Manquer d'argent, ça fait ça. Hein? Il n'y a plus d'employés, il n'y a plus de députés, puis il n'y a pas de chefs qui ont envie de se lancer là-dedans. Donc, les travers du Parti québécois n'ont plus les ressources même, un peu comme un cancer là, qui s'effondre sur lui-même. L'image est forte, ça. L'image est forte. J'étais pas un partisan de l'autoritarisme Oui. dans le parti, hein, vous le Vous ne pouvez devinez. pas nous dire qu'on vous a mal cité. Non, on ne peut pas dire qu'on va mal citer. Mais donc, pour l'avenir... ce problème est dissous. Donc, Ouais. je pense qu'on va avoir un Parti québécois plus agile, plus innovant, plus indépendantiste et que la structure qu'on va adopter au prochain congrès spécial va en témoigner, que la déclaration également va témoigner de la fin de la période de désorientation. Je comprends. Nick Payne, sur cette question-là, sur les années à venir pour le PQ, est-ce que... Bien, évidemment, C'est un cul-de-sac. il faudrait se demander, comment dire, se demander ce qui va arriver du Parti québécois, c'est un peu aussi le problème du Parti québécois. Il devrait être en train de se demander ce qui va arriver de son option fondamentale, mais il est tout le temps en train de penser à lui-même. C'est le triomphe du péquisme sur l'indépendantisme. C'est le dévoiement de ce qui était une politique de souveraineté puis qui est devenu une politique partisane. Alors, les libéraux, c'est la fin du monde. Il faut absolument battre les libéraux pour toutes les raisons possibles. Ça sera pareil la prochaine fois. Hein? La CAQ, ça va être la fin du monde. Il va falloir battre la CAQ. C'est vrai. C'est vrai qu'un certain électorat est beaucoup plus favorable à la CAQ. Il ne le fut jamais pour les libéraux. Là. On verra. Un électorat péquiste. Mais donc, les perspectives d'avenir du PQ... je pense qu'elles sont très, très minces. C'est très difficile de voir comment ce parti-là va pouvoir se sortir de cette incapacité à composer et à assumer son option fondamentale. C'est pour ça que je suis assis du côté du contre aujourd'hui. Alors, il faudrait une sorte... on a parlé d'électrochoc. Vous savez, les conseils nationaux et autres grands-messes là, qui finissent sur des déclarations qui vont dire l'indépendance est notre priorité, c'est extraordinaire, tout le monde est d'accord. Puis après ça, il va y avoir un nouveau chef. Et là, le nouveau chef va être issu probablement de la famille politique, de la famille de pensée péquiste, et il va dire lui aussi, ben, faut pas y aller trop fort sur le référendum puis l'indépendance. Finalement, rien n'aura changé. Et donc, pardon d'être aussi pessimiste pour le Parti québécois, mais j'ai l'impression que ça va être très difficile dans les prochaines années. Moi, jusqu'à récemment, je pensais qu'il y avait moyen de rénover ce parti, quitte à ce qu'il change de nom ou se refonde complètement, mais en tout cas, le rénover suffisamment pour que l'option puisse être à nouveau au cœur de sa démarche. Je parle bien d'option indépendantiste, et qu'il puisse à nouveau séduire, entre autres, la jeunesse. Ce qu'on avait réussi à faire avec Option nationale, là, il était comme moins une à ce moment-là. On a été capable à l'époque d'attirer beaucoup de jeunes vers nous, et on assumait ce qu'on proposait. Évidemment, on n'était pas à la veille de prendre le pouvoir. Et je pensais qu'il était possible pour le PQ de faire ça. Maintenant, en 2019, avec le passage des générations, je m'aperçois que ça va être très compliqué pour les péquistes au minimum. Et s'ils reviennent au pouvoir ou proche du pouvoir, ce sera peut-être dans une forme ou une autre de coalition. Ou qui sait si le système électoral finit par changer. Ça, c'est une autre affaire. Je terminerai peut-être avec une dernière question. En fait, on parle beaucoup d'options pour avoir le pouvoir, pour pouvoir avoir les conditions gagnantes. Je voudrais vous demander, est-ce que la notion de clientélisme, c'est quelque chose qui est nécessaire dans un parti politique? C'est une notion qu'on dirait, dont on entend de plus en plus parler. L'idée, en fait, d'avoir un certain nombre d'électorats assez suffisant pour prendre le pouvoir dans un comté ou même au sein de l'Assemblée nationale directement. Est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable, en fait, cette idée-là de la stratégie électorale prenait le pas sur l'idée ou la L'idée à de base. marcher. C'est-à-dire qu'en politique, il faut sans doute savoir à qui on parle et essayer de circonscrire son action dans le sens de ce que veulent les gens qui sont d'accord avec les idées fondamentales qu'on porte. Là. En l'occurrence ici, si on est indépendantiste, par exemple, on va essayer de ne pas perdre son temps à s'entre-déchirer sur des histoires de signes religieux ostentatoires, par exemple. Mais cela dit, ce qui pousse le Parti québécois, parce que vous référez sans doute à ça, à devenir clientéliste, ou en tout cas ce qui lui a mérité beaucoup d'accusations de clientélisme au fil du temps, pardon de marteler ça, mais c'est bien qu'il n'a plus d'objectif fondamental et par conséquent, il se cherche. Et là, on essaye d'aller chercher. J'entendais Jean-François Lisée récemment qui expliquait, ou je le lisais, il expliquait que le Parti québécois avait tout fait exactement comme les sondages disaient qu'il fallait qu'il le fasse. Il était d'accord avec la majorité sur telle et telle question.
c'est évidemment une mauvaise façon de faire les choses, à mon point de vue. Il faudrait d'abord savoir à quoi on sert, avoir une mission fondamentale, puis ensuite viendront les questions de mise en marché plus fines. Mais si on commence par la mise en marché, on n'aboutit à rien. C'est ce qui se produit présentement. Je crois qu'on s'adresse à tout le monde. Je crois qu'une pratique politique saine est celle qui nous amène à interagir avec tout le monde, ne serait-ce que parce que c'est ainsi qu'ils exercent leur citoyenneté. C'est ça de la politique ou c'est aussi ça, mais parfois il y a une tentation en politique, on parle de clientélisme, une tentation de concentrer nos efforts là où ce serait supposément le plus payant. Je vous le dis, moi, je refuse cette logique-là et je pense que comme indépendantiste en particulier, il faut le refuser parce qu'il y a juste une façon de croire, c'est de s'adresser aux gens qui ne pensent pas exactement comme nous sur cet enjeu. Maintenant, le rôle du Parti québécois est, oui, de faire l'indépendance, mais accroître la liberté des Québécois, c'est quelque chose qui se fait tous les jours. Quand on est au gouvernement et qu'on met en place les CPE, on accroît non seulement la richesse au Québec, parce que le lien avec la croissance économique est évident avec l'activité des femmes, mais on accroît la liberté des gens. Lorsqu'on bat les libéraux en 2012 et que l'accessibilité est maintenue, on accroît la liberté des gens. Quand les libéraux se laissent entuber par la Caisse de dépôt et de placement dans le dossier du REM, si on avait pris le pouvoir, on aurait accru la liberté des Québécois en rachetant le REM. Donc, oui, un référendum nous permettra d'accroître la liberté des Québécois par rapport au régime fédéral en créant une césure, on l'espère, définitive, mais c'est aussi une pratique constante qui va dans toutes sortes de dossiers et je pense qu'il faut, comme organisation politique, qui doit avoir la crédibilité pour faire que les gens nous fassent confiance pour gouverner un État complet, bien, d'avoir au moins le réflexe de gouverner et de faire des propositions politiques qui accroissent leur liberté tous les jours dans tous les domaines. Je laisserai peut-être la chance à des gens du public qui ont des questions. Voilà. Un thème assez tabou. Oui. Donc, essayez d'avoir une question le plus concise possible. Puis, en fait, vous pouvez laisser le micro aussi. En fait, c'est un micro assez ambiant. Je pense, tu diras, Maxime. Oh oui, on y va. En fait, la question, tout simplement, j'allais trop vite. Vous pensez quoi, en fait, des conclusions de Jean-François Lisée, que tous les éléments sont nécessairement externes, nécessairement au PQ, et donc qui sont les sources principales, si on veut, des troubles, et donc de la question, donc la nature et si c'est un besoin d'existence. Et je me permets de faire une deuxième question. Pourquoi vous vous endiguez à rester dans la question référendaire, vu que cette question-là, en fait, est dans la même mise, tout simplement, du fédéral et de la Cour suprême? Deux grosses questions. Ouais. On a encore un petit 20 minutes. Commençons avec Jean-François Lisée. Je ne vous surprendrai pas avec ma réponse là, si je vous dis qu'à mon point de vue, ce qu'il étaye là, dans ses analyses récentes, c'est exactement tout ce qui ne fonctionne pas à mon point de vue. Alors, on regarde les effets au lieu de se poser la question de la cause. Évidemment, les médias ne parleront pas de ce Parti québécois formidablement indépendantiste s'il a annoncé d'avance que l'indépendance n'est pas dans ses cartons pour les 4 prochaines années, et ainsi de suite. On pourrait continuer comme ça longtemps. C'est d'ailleurs un vilain travers du péquisme, celui de rejeter le blâme sur les électeurs. C'est-à-dire, on ne pourra pas faire l'indépendance parce que les Québécois ne sont pas assez brillants pour comprendre, ils ne sont pas prêts, ils ont peur, on ne peut pas y aller. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ça, c'est un problème qui est inhérent à ce péquisme démissionnaire sur la question de l'indépendance. Pour votre deuxième question, très rapidement, c'est là aussi un vieux serpent de mer dans le mouvement indépendantiste. Peut-être l'expliquer un petit peu justement qu'est-ce que ça représente. Alors, il y a un débat qui fait rage. M. Lapointe en a parlé depuis les années 70 sur le choix du moyen. Fallait-il passer par un référendum ou est-ce que, comme le disent certains, le référendum, c'est pas une espèce de complot du fédéral arrivé à travers Claude Morin, qui était un agent de la GRC. Bon, il y a des pour et des contre. On finira plus là, si on rentre là-dedans maintenant, mais essentiellement, là, moi, je parle du référendum parce qu'à ce jour, c'est ça qui est le moyen privilégié par le Parti québécois. S'il devait un jour se trouver une autre façon viable de faire l'indépendance, je parlerais de celle-là. Moi, tout ce que je dis, c'est que pour l'instant, le PQ refuse d'assumer la réalisation de l'indépendance, un engagement à réaliser l'indépendance, par quelque moyen que ce soit. Frédéric Lapointe sur l'interprétation de Jean-François Lisée. Oui, vas-y. La question sur Jean-François Lisée, c'est quoi la réponse sur lui? C'est tout simplement, en fait, si les journaux, en fait, sont acteurs et aussi
reçoivent aussi l'information. Donc, c'est pas aussi en même temps une question indirecte de dire est-ce que les journalistes n'ont pas fait aussi le travail de poser tout simplement la question est-ce que le PQ fait sa job de son existence et donc de relever nécessairement la question de l'indépendance. Donc, c'est comme un double jeu. Est-ce qu'ils sont pas seulement, vont pas juste réagir à ce que les partis, les acteurs externes du journalisme doivent nécessairement émettre comme élément, par l'indépendance ou d'autres sujets, mais c'est aussi le rôle en même temps des journalistes de poser des questions de vous faites quoi maintenant vu que vous n'êtes pas en train de parler d'éléments X, Y, Z. Je devine le livre de M. Lisée, même si je ne l'ai pas lu, pour l'avoir côtoyé un peu et avoir entendu son argumentation. Je présume que le livre fait œuvre utile en présentant quels sont les rouages de l'opinion, puis les biais qui peuvent exister, et que qui que ce soit qui veut faire de la politique a probablement intérêt à le lire, moins pour ce que ça dit spécifiquement sur la campagne électorale que sur le fonctionnement des médias puis les espoirs qu'on peut en avoir. Mais sur la campagne électorale, ce qu'on ne voit pas de la campagne électorale, c'est jusqu'à quel point la campagne électorale péquiste a marché. Et pourquoi on ne le voit pas? On ne le voit pas beaucoup, non. Et pourquoi on ne le voit pas? C'est parce qu'il n'y avait pas qu'une campagne péquiste qui marchait. Il y avait une campagne solidaire qui marchait très bien aussi. Et donc, tout au cours de cette campagne, où le parti part de 15, 16, 17, 18, 19, 20, et là, tout le monde se dit, parce que ça monte un peu, « Ah, mais là, la campagne est bonne. À un moment donné, on va avoir un sondage, puis ça va mettre le PQ à 25, puis là, ça va être clair que c'est plus la CAQ qui est l'option. » Puis là, tout le monde ouvrait le journal à chaque sondage, les médias eux-mêmes. Et là, ouvre le journal. « Quoi? PQ est juste à 20? Comment ça, le PQ est juste à 20? » Oui, mais le PQ est juste à 20, c'est parce qu'il y a un autre parti en arrière, là, puis qui ramasse des votes, puis qui font bien leur travail. Puis quand ils ramassent des votes de 10 à 12, à 14, à 16, ben je suis pas sûr que c'est juste au Parti libéral qu'ils les prennent. Donc, derrière la ligne flat, si vous me permettez l'expression, du Parti québécois, il y a des mouvements d'électeurs qui sont pas perceptibles. Et donc, moi, pour l'avoir vécu, je suis obligé de constater que la campagne allait très bien, que ça créait du mouvement chez les électeurs et que même à la fin, le succès d'estime était là et on était le deuxième choix de beaucoup de gens. Mais l'espèce de scénario dans une lutte à 4 où à un moment donné, à la fin, il y a des choix qui se font, les gens votent un peu stratégique et c'est pas nous autres qui allons les blâmer après l'avoir plaidé pendant autant d'années. Ben, les gens se sont comportés rationnellement. Donc, il n'y a pas de rush à lancer à personne. Il n'y a pas de rush à lancer ni aux médias, ni en ce qui me concerne, à Jean-François Lisée. Ça s'est passé comme ça. Et la prochaine fois, ce sera une autre histoire. Puis les gens seront libres de choisir. Juste un petit mot sur Jean-François Lisée. 5 secondes. L'histoire du blâme sur les médias, je trouve ça un peu partisan. J'aime mieux pas beaucoup commenter là-dessus, mais l'élément, à mon point de vue, qui est problématique dans les analyses que M. Lisée a déjà rendues publiques beaucoup, c'est celui où il dit, et comme toujours depuis fort longtemps, si le Parti québécois est mal pris, c'est à cause du déclin de l'option souverainiste. Les gens pratiquent l'évitement, il dit, ils ont peur du référendum, peur de ce débat-là, et par conséquent, ils se tiennent loin de nous. Ça, il faut bien savoir là, que M. Lisée tient ce discours-là depuis la fin des années 90, à l'époque où l'indépendance était bon an, mal an, à 45, 50, 52 % dans les sondages, continuellement, de façon constante. Lui, déjà, prônait le ralentissement de l'engagement sur cette option-là. Et il disait, non, c'est pas faisable, les gens ne sont pas de notre côté, les Québécois ont peur. Et c'est à travers ce discours-là, constamment, que le Parti québécois s'est enfoncé toujours plus loin dans le renoncement à son projet fondamental. C'est pour ça que je dis que ça représente tout ce qui marche. Une dernière réponse. Je pense que c'est daté. Peut-être que Jean-François Lisée est daté aussi, y compris sur ce commentaire. Mais je veux dire, je pense que c'est daté parce que la crainte du référendum, moi, je la rencontre pas. Ben, sauf au Parti québécois. Non, je la rencontre même pas au Parti québécois. Et s'il en reste, on fera notre job. Mais je la rencontre pas. C'est-à-dire que la relative tiédeur de l'électorat vis-à-vis de la question nationale a aussi pour effet que le référendum, peut-être, bof, ça fait peur. Non, je pense que ça fait peur à personne.
n'y a pas nécessairement un appétit, mais ça se règle autrement. Ce qui Vous êtes en contradiction avec votre parti quand vous dites ça. On verra pour le parti. Comme je vous dis, il y a un congrès, puis les gens pourront Vous savez, à chaque élection, on dit les libéraux ont gagné parce qu'ils ont brandi le référendum. Ça a fait peur au monde. Je pense que ça marchera de moins en moins et que le Parti libéral en subira les conséquences de plus en plus. Puis on sera deux à s'en réjouir. Mais je pense que tout ça est daté. Bref. Parce que là où on s'en va, les gens n'en ont plus peur. Et je pense qu'au Parti québécois en particulier, on n'aura pas de problème à en proposer. Je prendrais peut-être une dernière question. Oui. Si, Est-ce qu'on peut la manger? Oui, c'est vraiment là pour ça. Peut-être pas durant. On va attendre un temps. C'est en fait celui qui a gagné le débat aura les deux. C'est pas des vraies femmes, on l'avait dit ça au début. Non, ça sont des vraies femmes. Oui, ben, merci beaucoup pour ce débat-là. Ma question est quand même assez d'actualité. Vous avez bien souligné le réel problème, le réel enjeu d'une nouvelle génération, moi je dirais même deux, peut-être même génération de jeunes qui n'ont pas vécu de référendum, de débat vraiment sur cette souveraineté-là, vraiment comme de manière très médiatisée, un engouement souverainiste du moins. Puis moi j'aimerais voir j'aimerais vous entendre sur comment ça se reflète ces dynamiques-là en termes comme de rapport de pouvoir au sein même du PQ. Oui. En termes de rapport de pouvoir, est-ce que je peux témoigner de ça? Rapport de parole. OK. Écoutez, on est entre nous. Oui, exact. On est entre nous, là. Il n'y a personne qui nous écoute. Non, je rigole. Il y a tout le Québec. Il y a tout le Québec. On est 150, 600 abonnés. On est 150 ici. Je vais le dire en des mots aussi clairs que possible. Je pense que la conséquence de tout ceci fait qu'au Parti québécois, les jeunes prennent une importance démesurée. À l'intérieur du PQ? À l'intérieur du Parti québécois, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il faudrait que je donne des exemples. Non, pas nécessairement, mais ce que je veux dire, c'est Parler que... des jeunes qui s'en vont, là? Non, je parle de... Je dis que les jeunes ont une importance démesurée au sens où, pour le Parti québécois, la présence des jeunes apparaît en ce moment comme un enjeu existentiel. Je ne suis pas de ceux qui pensent que un seul jeune qui quitte un exécutif quelque part au fond des Laurentides pose un risque existentiel. Je ne suis même pas de ceux qui pensent que un ou une députée qui quitte pose un risque existentiel. Les risques existentiels, c'est autre chose que ça. Mais c'est perçu comme ça à l'interne et ça a cet effet que tout ce qui est dit par un jeune au sein du Parti québécois reçoit une attention, je dirais, démesurée. On peut le voir comme une bonne chose, mais de mon point de vue, c'est l'effet des événements qu'on vit en ce moment. Comme préciser, en fait, j'aimerais puisque vous êtes comme au sein de ce parti-là, moi je m'intéressais pas vraiment à l'aspect médiatique, comment l'opinion peut être manipulée, puis comment ça peut être raccourci. Moi j'aimerais vraiment vous entendre sur comment vous sentez dans les délégations, dans les congrès, comment vous avez comme observé ces rapports de pouvoir-là, rapport de l'espace, qui prend quel espace on donne à quel... Moi je pense que les jeunes au Parti québécois prennent énormément d'espace. Ouais, on leur en donne ou c'est que c'est un symbole qui est fort? Ah ouais, OK. Ben, si je peux m'exprimer là-dessus, enfin, soit dit en passant, je ne considérerais jamais que les jeunes sont trop importants dans un parti politique. Pardon, c'était trop facile, mais en même temps, c'est vrai, je l'ai trouvé ça téméraire, ce que vous venez de dire là, mais cela dit, c'est franc et ça vous honore. Je pense qu'on touche au fond du problème, c'est-à-dire que à la recherche d'une bouée de sauvetage et d'une façon ou d'une autre de se rendre pertinent et de se faire aimer, de se rendre intéressant, le Parti québécois voit la jeunesse comme justement une bouée de sauvetage, une caution, et a cette tendance à vouloir nous montrer, regardez, on en a des jeunes, regardez, ils sont là, c'est nos jeunes, regardez comme ils sont fins, nos jeunes, et éventuellement, Catherine Fournier s'en va, et là, ça fait une catastrophe monumentale parce qu'elle avait effectivement beaucoup d'importance comme jeune officiel du PQ. C'est le risque du piédestal. Mais c'est le problème d'un parti qui est détaché de sa raison d'être. Si la question d'indépendance se posait, on serait un peu moins dans ces questions d'image. Parce que là, je parle de la jeunesse comme image. C'est pas le problème d'un parti détaché de sa raison d'être, parce que le problème des jeunes, comme on le dit, c'est pas le problème des jeunes, mais on posait que les jeunes sont moins indépendantistes faute d'avoir vécu des événements qui auraient réalisé, comme on peut l'avoir vécu, la pédagogie de l'affaire par le débat public. Et donc, le PQ n'a pas
ne chérit pas ces jeunes parce qu'il ne chérit pas assez la cause indépendantiste. Il chérit ces jeunes parce qu'il chérit la cause indépendantiste et qu'il sait bien qu'il faut la prolonger. Vers cette nouvelle génération. Il le sait bien. Il le sait bien. C'est pas parce qu'il n'est pas indépendantiste qu'il le chérit. Là. Il y a un non-sens là. Je ne veux pas dire que le PQ n'est pas indépendantiste. Hein? Je ne suis pas dans les convictions. Là. Je suis vraiment dans le programme, dans la réalité brute des faits. Ce parti, élection après élection, explique aux gens que l'indépendance, c'est pour une autre fois. Moi, si j'avais à camper le problème en termes de rapport de force, pour formuler une autre critique, que vous trouverez certainement franche et audacieuse, le problème quand on est un parti de pouvoir, c'est que parfois les pratiques politiques des gens qui font partie de l'organisation ne sont pas centrées sur la promotion des idées, mais sur une forme d'arrivisme. Et on dira qu'au Parti libéral, c'est très courant, mais que c'est quelque chose qui peut habiter tous les partis de gouvernement, donc y compris le nôtre. Ce qui fait que moi, je pense qu'en étant moins un parti de gouvernement, je pense qu'on sera davantage un parti de conviction avec des pratiques de promotion des idées qui seront davantage actives, saines, et en particulier chez les jeunes du Parti québécois, dont le haut fait d'armes des dernières années, voire de quelques décennies, c'est de se faire une lutte annuelle pour savoir qui va être le chef, le représentant des autres. Mais quand ça va avoir moins d'importance parce qu'on sera moins un parti de gouvernement, mais peut-être que l'action politique directe auprès des autres jeunes va être davantage prisée et que les effets se feront sentir sur l'adhésion à la souveraineté des jeunes en question. Était-ce suffisamment franc et direct? Je vais laisser madame juger. Je ne sais pas si on a répondu. C'était une question difficile. Très bien. Je vous inviterai peut-être à conclure là, avec 1 minute chacun. Donc, le tirage au sort a fait en sorte que c'était M. Frédéric Lapointe qui allait commencer la conclusion pour 1 minute et M. Nick Payne, vous poursuivrez ensuite. Alors, le Parti québécois a une longue histoire. Le commentariat sur le Parti québécois est fort généreux. Le fait est que le Parti québécois, aujourd'hui, n'est plus le Parti québécois que les gens ont connu par le passé. Parce que la politique n'est plus celle qu'on a connue par le passé, qu'il va se redéfinir, qu'il aura, comme je le disais, un congrès spécial cet automne, où il sera non seulement question de structure, mais il sera également question d'essence. Les gens vont réfléchir sur ce que constitue l'essence de l'action politique du Parti québécois. Puis d'emblée, l'indépendance sera placée comme seule ou une des quelques priorités. C'est le genre de débat que nous aurons. Et donc, je pense que les événements difficiles, du point de vue de certains qui ont été vécus, feront en sorte que le Parti québécois, dont plusieurs rêvent et appellent de leurs vœux depuis un très grand nombre d'années, bien, va se déplier sous leurs yeux. Et puis, comme nous sommes un parti ouvert et accueillant, bien, tous ceux qui voudront travailler avec nous pourront le faire. Et ainsi, on sera, demain peut-être plus qu'hier, le Parti de l'indépendance. Nick Payne, en terminant. Ça fait donc un quart de siècle, là, grosso modo, qu'à chaque élection générale, le Parti québécois reporte tout engagement indépendantiste concret et qu'il accumule les déconvenus, les défaites. Et la plupart du temps, ce sont des défaites. Et après chaque défaite, on dit « Oui, c'est vrai, non, mais vraiment, l'indépendance, là, c'est notre priorité. On va remettre ça de l'avant. Venez avec nous. On va rallier les indépendantistes. On va travailler plus fort là-dessus. » Et puis arrive l'échéance électorale, puis ça recommence. Et puis, on perd encore. Puis là, on dit « Oui, on a perdu à cause de l'indépendance. C'est parce que les Québécois sont pas prêts, puis ils ont peur du référendum. » Alors, c'est une espèce de cercle vicieux qui, à ce moment-ci, devient très difficile à briser compte tenu du passage des générations. Et donc, les indépendantistes, ceux qui pensent qu'on peut aller dans une élection avec sérieux, dans un grand parti, en disant aux Québécois, si vous votez pour nous, nous allons faire un référendum sur l'indépendance ou autre chose pour réaliser l'indépendance, comme les Catalans l'ont fait, comme les Écossais, comme nous l'avons fait nous-mêmes dans le passé, sous un leadership extraterrestre, qui apparaît extraterrestre aujourd'hui, celui de Jacques Parizeau. Ceux qui pensent que ça est encore possible vont devoir effectivement réfléchir à la possibilité de forcer les choses par l'extérieur du Parti québécois, parce que de toute évidence, à l'interne, ça n'a pas l'air parti pour changer. Je vous remercie beaucoup. Un grand merci à vous. Bon applaudissement, effectivement. Gros débat. Oui, vraiment. Merci beaucoup Frédéric Lapointe, Nick Payne qui est avec nous aujourd'hui.
Et puis un grand merci également au Brewpub Rosemont qui à chacun de nos tournages nous reçoit. Là. C'est vraiment très généreux de leur part. C'est un beau lieu. Ça nous permet de discuter de grandes choses avec la bière. Enfin, exactement. C'est agréable. On a parlé d'une campagne de financement Ulule. Merci à nos donateurs spéciaux qui ont donné quand même des bons montants et qu'on nomme Claude Lapointe et Nancy Lecourt, Charles-Olivier Rodrigue, le prof architecte et Frédéric Tremblay. Vraiment, merci à vous. Et on se revoit donc pour la semaine prochaine pour un autre débat de conflit de classe. Merci encore à tous. Bonne soirée.